historiens et les cinéastes ont souvent associé la guerre du renseignement contre Hitler avec la machine Enigma et Alan Turing, il existe un autre homme de l'ombre sans lequel rien n'eût été possible. Voici son histoire. Berlin. 1er avril 1943. La Gestapo arrête à son domicile Hans Thilo Schmidt, un fonctionnaire du bureau de recherche du ministère de l'air allemand. Incarcéré à la prison de Moabit à Berlin, Hans Thilo Schmidt est autorisé, après 5 mois de détention, à recevoir la visite de sa fille Gisela. Elle le trouve amaigri. Sans doute a-t-il été torturé. En présence des gardes, tous deux s'abstiennent de parler. Elle parvient cependant à lui glisser une feuille de papier où elle a écrit ces mots « Papa, quoi que tu aies pu faire, je t'aime toujours ». Il lui demande d'emporter son manteau d'hiver et de ramener à la place une veste plus légère. Puis, il lui murmure « Découpe avec des ciseaux la doublure du bras gauche, tu y trouveras un mot pour toi ». Dès son retour à la maison, elle s'empresse de lire. C'est une prière de lui apporter du cyanure. Le frère de Gisela se procure les pilules demandées et les fait passer à leur père. Hans Thilo Schmidt les avale dans sa cellule. Il meurt quelques instants plus tard. Nous sommes le 19 septembre 1943. Qui était Hans Thilo Schmidt? Un anti-nazi? Un espion à la solde de la France? A-t-il changé le cours de la Seconde Guerre mondiale? « 1931, Berlin. Warum geht alles vorbei? Warum bin ich so allein? Il flotte dans cette ville une atmosphère de décadence, illustrée par le film M le maudit de Fritz Lang et L'Ange bleu avec Marlène Dietrich. C'est le Berlin des cabarets, où se mêlent érotisme et chansons sentimentales, et où l'on se noie dans l'alcool en compagnie de travestis, de gigolos, de prostituées. Dans ce climat de chaos et de nostalgie, dû à la situation économique catastrophique, on perd ses repères. L'agitateur politique Adolf Hitler hurle son mépris des bolcheviks, des juifs et des dégénérés. De violentes batailles rangées opposent nazis, communistes et policiers. Hans Thilo Schmidt habite Berlin. C'est un ingénieur de 43 ans. Un homme de taille moyenne qui claque des talons pour saluer. Il appartient à la haute bourgeoisie allemande, sa mère est baronne. Son frère, Rudolf, est commandant dans la Reichswehr. Hans Thilo Schmidt, lui, a moins bien réussi. C'est un peu le raté de la famille. Grand amateur de femmes, joueur, il a de gros besoins d'argent. Depuis que les Américains, à la suite du krach boursier de 1929, ont retiré d'Allemagne leurs capitaux, Hans Thilo Schmidt est chômeur comme 25% de la population active. Son frère aîné, Rudolf Schmidt, promu inspecteur des transmissions militaires, a réorganisé de 1925 à 1928 le service du chiffre de la Reichswehr, là où toutes les communications sont codées et décodées.
Pour tirer d'affaire son frère cadet, il vient de le faire embaucher dans ce département. Or, ce service dispose d'un appareil extraordinaire qui rend inviolables les messages transmis par radio, la machine Enigma. Conçue pour des applications civiles, Enigma n'avait aucun succès jusqu'à ce que Rudolf Schmitt l'applique aux transmissions militaires. Enigma brouille si bien les textes qu'elle les rend parfaitement inintelligibles pour les non-initiés. Hans Thilo Schmitt rêve de monter une affaire industrielle et peut-être de réussir comme son frère aîné. Ses nouvelles fonctions lui donnant accès au coffre où est abrité le secret des transmissions allemandes, il subodore l'intérêt qu'il pourrait en tirer. Monnayer ce secret auprès d'une puissance étrangère et amasser suffisamment d'argent pour satisfaire tous ses rêves. Le pays le plus susceptible d'être intéressé, c'est la France. Le gouvernement français s'inquiète de la situation en Allemagne où les extrémistes des deux bords, communistes ou national-socialistes, voient affluer les adhésions. En septembre 1930, les nazis ont recueilli 6 millions de voix en Allemagne. 107 députés nazis ont fait leur entrée au Reichstag en chemise brune et le bras levé. En juin 1931, Hans Thilo Schmitt prend discrètement contact avec l'ambassade de France à Berlin. Il rencontre Maurice Dejean, qui, sous la couverture de chef du service de presse, est en fait un agent des services spéciaux français. Dejean prévient aussitôt le service renseignement à l'état-major à Paris. Les services spéciaux français, dirigés par le colonel Rivet à partir de 1936, comprennent 3 services. Le renseignement, le célèbre SR, dirigé par le lieutenant-colonel Perruche. Le chiffre, la section D, dirigée par le capitaine Bertrand. Le contre-espionnage, appelé section de centralisation du renseignement, dirigé par le lieutenant-colonel Schlesser et le capitaine Payol. La démarche de Hans Thilo Schmitt semble extrêmement intéressante aux services spéciaux français. Mais comme pour toute première rencontre avec un nouvel espion, ils utilisent un expert en recrutement. Pour cette mission, ils choisissent Rodolphe Lemoine. Il s'appelle en réalité Rudolf Stallman. Fils d'un joaillier de Berlin, il s'est fait naturaliser français après avoir épousé une Française, Renée Lemoine, dont il a pris le nom. Aimant lui aussi la grande vie, il cumule affaires personnelles et missions à temps partiel au profit des services spéciaux français. Le 1er novembre 1931, Rodolphe Lemoine rencontre Hans Thilo Schmitt au Grand Hôtel de Verviers, en Belgique. Favorablement impressionné, il lui demande de prouver son sérieux en fournissant un renseignement important. Hans Thilo Schmitt, qui sera désormais appelé H, cendre en allemand, offre alors de révéler tous les secrets de la machine Enigma contre 10 000 marks. Le 8 novembre, H revient voir Lemoine, qui est accompagné cette fois du capitaine Bertrand. Moyennant les 10 000 marks, H apporte un jeu complet de photos d'Enigma et laisse Bertrand photographier dans sa chambre d'hôtel de Verviers les notices d'instruction. Cette rencontre va changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Enigma est une machine portative comportant à l'intérieur 3 mystérieux rotors. Et à l'extérieur, un clavier de 26 lettres et un panneau lumineux. Par exemple, on tape sur le clavier la lettre A. Elle entre dans le premier rotor qui transforme le A en V. Au deuxième rotor, le V devient un K. Au troisième rotor, le K se change en Y qui s'allume sur le panneau lumineux. Mais si l'on tape à nouveau la lettre A sur le clavier, c'est le G qui s'allume. Encore une fois, et c'est le S. Et ainsi de suite. De plus, Enigma possède un tableau de connexion permettant de complexifier encore plus le processus de chiffrement. Pour décoder un message, il faut donc connaître la configuration initiale de la machine, c'est-à-dire l'emplacement de chaque rotor
est le câblage du tableau de connexion. Avec ces données, on peut chiffrer et déchiffrer les messages. C'est la force et la faiblesse d'Enigma. Chaque mois, un fascicule secret est donné aux personnes habilitées pour régler les rotors chaque jour de manière différente. Le collègue assis à côté de l'opérateur frappe alors le message brouillé et l'envoie par radio en morse et sur une fréquence convenue. À la réception, le décodage s'effectue grâce à une machine Enigma identique. Même si, par miracle, l'ennemi déchiffre le code valable pour le jour donné, cela lui prendra plus de 24 heures, si bien qu'entre-temps, les rotors seront réglés différemment et le code aura changé. Confiant dans son inviolabilité, l'état-major allemand envoie chaque jour par Enigma des ordres au commandement des unités opérationnelles et reçoit des comptes rendus sur leurs emplacements, leurs moyens et leurs effectifs. 70 000 machines Enigma seront exploitées par les armées du Reich. Depuis plusieurs années, alerté par la montée du nazisme, le service français du chiffre tente vainement de décrypter les messages allemands interceptés par ces stations d'écoute. Le capitaine Bertrand est sidéré et enthousiasmé d'apprendre comment les Allemands s'y prennent pour coder leurs messages. Hélas, la connaissance du principe de fonctionnement d'Enigma ne suffit pas encore à décrypter les messages. Il faut aussi les positions de chaque rotor et du tableau de connexion pour chaque jour. Les combinaisons sont infinies. Le capitaine Bertrand n'a fait aucune étude de cryptologie et il n'a pas de mathématicien à son service. L'état-major lui affirme que ses renseignements sont inexploitables et ne lui accorde pas les moyens nécessaires. Bertrand contacte alors Alastair Denniston, délégué à Paris de l'Intelligence Service, mais sans davantage de succès. En désespoir de cause, Bertrand se rend dès décembre 1931 à Varsovie avec les documents reçus de Hans Thilo Schmidt et les présente au service secret polonais, sans bien sûr dévoiler sa source. Cette fois, il est très bien accueilli par les Polonais, très vigilants sur la menace allemande et intrigués par l'inviolabilité des messages nazis. Ils lui promettent en échange de le prévenir dès que leurs services auront pu reconstituer une machine Enigma et seront parvenus à décrypter les messages codés par la Reichswehr. De 1932 à 1938, le capitaine Bertrand se rend 12 fois à Varsovie pour apporter les photos, schémas, manuels d'instruction et procédures d'emploi d'Enigma, ainsi que les fascicules mensuels des réglages prévus pour chaque jour du mois suivant. Chaque fois, il demande aux Polonais de quelles informations ils ont encore besoin pour construire une réplique de la machine. Et il leur transmet les réponses dès qu'il les obtient de Hans Thilo Schmidt, alias H. Bertrand rencontre H 18 fois à l'étranger, en Tchécoslovaquie, en Belgique et en Suisse. Dans sa chambre d'hôtel, il photographie les documents secrets apportés sans en révéler les véritables destinataires. Au début, Hans Thilo Schmidt est payé en sacoche de billets déposée à la consigne d'une gare de Berlin. Mais Schmidt donne trop de signes extérieurs de richesse. Des costumes très élégants, des séjours prolongés de ski, sa maison qu'il a grandie, la fréquentation des boîtes de nuit. Pour ne pas trop attirer l'attention sur cet enrichissement suspect, il faut une couverture. S'appuyant sur sa réputation d'ingénieur chimiste, Schmidt laisse entendre qu'il encaisse des royalties de France pour un brevet imaginaire de fabrication de savon. Mais si tous les documents transmis par Schmidt sont utiles et nécessaires, cela n'est toujours pas suffisant pour décrypter les messages de la Reichswehr. Pendant 1 an, les services secrets polonais piétinent. Jusqu'à ce qu'un de leurs mathématiciens, champion des statistiques, Marian Rejewski, parvienne à décrypter les messages codés sur Enigma. Outre les mathématiques, il a étudié la cryptographie et la statistique et il parle couramment l'allemand. Il est aussi remarquablement intuitif. Déjà,
Ayant intercepté un test de communication allemand composé d'une question en 6 chiffres suivie d'une réponse en 4 chiffres, il avait deviné la question posée. Quelle est la date de naissance de Frédéric le Grand? Et la réponse, 1712. À force de scruter les redondances, de résoudre des milliers d'équations basées sur les répétitions, et grâce aux renseignements communiqués régulièrement par le capitaine Bertrand, Rzewski finit par reconstituer complètement une machine Enigma avec son câblage. Grâce à son intuition peu commune, il vérifie sa découverte juste après Noël, se doutant qu'en cette période de fin d'année, les Allemands vont s'adresser des vœux. Comme par un coup de baguette magique, il voit alors, à travers les messages codés, surgir en clair les textes des dépêches. Rzewski fait alors fabriquer 17 clones de machines Enigma par un industriel polonais. Et avec l'un de ses collègues, il met au point un procédé pour scruter des centaines de millions de combinaisons et découvrir la clé du jour. Il fait tourner à toute vitesse un assemblage d'une trentaine de rotors pour éliminer les combinaisons impossibles. Il nomme cet appareil bombe électromécanique. C'est l'ancêtre de l'ordinateur. Et il empile des cartes perforées sur une table éclairante de façon que le passage de la lumière aide à identifier les cases compatibles. Entre 1933 et 1938, Rzewski décryptera sans interruption des codes allemands. Chaque division de la Wehrmacht ou de la Luftwaffe, chaque navire de la Kriegsmarine étant équipé d'une machine Enigma, il y a de quoi écouter. Sentant le vent venir, Hans Thilo Schmidt prend sa carte du parti nazi. Le 27 janvier 1932, Hitler dénonce devant le club des industriels à Düsseldorf le péril bolchevique. Depuis ce discours mémorable, tous les magnats de la Ruhr financent le parti nazi. En août 1932, Hans Thilo Schmidt donne de précieux renseignements sur le réarmement clandestin de l'Allemagne. Le transfert en Suisse, en Suède et au Danemark de la fabrication d'avions civils aisément transformables en avions militaires. La formation de 8000 jeunes pilotes dans des centres de vol à voile. La construction à Cadiz de prototypes de sous-marins et de torpilles. L'installation dans l'annexe d'une entreprise civile d'un laboratoire pour la guerre chimique. Le 30 janvier 1933, l'histoire bascule. Adolf Hitler est nommé chancelier. Néanmoins, il se sait encore mal vu de l'état-major de la Reichswehr et se méfie de l'Abwehr, son service de renseignement. Aussi charge-t-il Hermann Göring de créer discrètement au ministère de l'Air un vaste système d'écoute téléphonique, radio et postale, le Forschungsamt. Cette officine nazie s'infiltre dans les bureaux de poste, de police et de téléphone. Elle écoute les conversations, lit le courrier, identifie les opposants. Hans Thilo Schmidt est justement chargé de la liaison entre le Forschungsamt et le service du chiffre de la Reichswehr. Il est donc en mesure de donner aux services spéciaux français des informations capitales. En août 1933, il leur communique un rapport sur les intentions d'Hitler à propos du corridor de Danzig. En janvier 1934, il révèle l'ouverture de camps de concentration et l'institution de la peine de mort pour les délits politiques. Quelques mois plus tard, H transmet des informations sur la doctrine d'emploi des divisions blindées, puis les directives de Göring pour la construction de 1400 avions en 2 ans. En janvier 1935, l'espion révèle qu'Hitler réorganise l'Abwehr
et qu'il place à sa tête l'amiral Canaris. En novembre 1935, le frère aîné de Hans Thilo Schmidt, Rudolf Schmidt, quitte le régiment d'infanterie qu'il commande. Il est affecté maintenant à l'état-major de l'armée de terre. Il est donc aux premières loges et tient son frère au courant de tous les projets de la Wehrmacht. En janvier 1936, Hans Thilo Schmidt prévient son contact français de l'intention d'Hitler de réoccuper la rive gauche du Rhin, démilitarisée depuis 1919, qui aura lieu 6 semaines plus tard. Mais surtout, il lui révèle aussi la faiblesse des effectifs engagés par Hitler et de son intention de se replier pour peu que les Français aient la moindre réaction militaire. Le commandement et le gouvernement français pourraient réagir sans risque. Malheureusement, ils n'écoutent pas les services spéciaux. Et Albert Sarraut, le président du Conseil, se contentera d'une protestation verbale. Nous ne laisserons pas Strasbourg exposé au feu des canons allemands. Si la France avait réagi militairement, il est probable qu'à défaut de l'Angleterre, la Pologne et la Tchécoslovaquie l'auraient soutenu et que les généraux allemands auraient forcé Hitler à reculer. Si la France était entrée en Rhénanie avec 200 000 hommes, elle en avait 650 000 sous les drapeaux, elle aurait rendu un grand service à l'humanité, déclarera le pape Pie XI. Hitler vient de montrer à ses généraux que leurs craintes étaient vaines. Son prestige en est renforcé. La France perd son image de première puissance européenne. Elle se trouve ravalée à celui de simple satellite de l'Angleterre. Pire encore, elle a donné l'impression à la Tchécoslovaquie, à la Pologne et à la Yougoslavie qu'elle n'interviendrait pas si Hitler les attaquait. Pendant toute cette période cruciale où Hitler s'installe au pouvoir, le colonel Rudolf Schmidt poursuit son ascension dans la hiérarchie militaire et confie à son frère des informations confidentielles ou secrètes que celui-ci s'empresse de transmettre au service de renseignement français. Il se parle de tous ces sujets cruciaux avec une telle liberté que les services spéciaux français se demandent parfois s'ils ne sont pas victimes d'une intoxication. En juin 1936, Hans Thilo Schmidt remet à la France le programme de mobilisation des forces du Reich. En cas d'urgence, H a instruction de téléphoner à un journaliste français basé à Berlin et de glisser dans la conversation les mots « l'oncle Kurt est décédé ». C'est ce qu'il fait le 6 novembre 1937. Les deux hommes se donnent rendez-vous dans la salle d'attente de la gare de Charlottenburg. Et là, l'espion remet au journaliste un document destiné à l'ambassade de France à Berlin. Il s'agit du compte-rendu sommaire d'une réunion secrète tenue la veille par Hitler avec toute la hiérarchie nazie. Von Neurath, ministre des Affaires étrangères. Von Blomberg, ministre de la guerre. Göring, commandant en chef de la Luftwaffe. Von Fritsch, commandant en chef de la Wehrmacht. Et Raeder, commandant en chef de la Kriegsmarine. Selon Hitler, l'Allemagne ne doit plus rester confinée dans ses limites actuelles, car sa population s'accroît et ses ressources agricoles sont insuffisantes. Il lui faut donc élargir son espace vital et conquérir les 3/4 de l'Europe. Les seuls obstacles sont la France et l'Angleterre. Il faut profiter de ce qu'elles sont paralysées, l'une par ses conflits sociaux, l'autre par les soucis que lui donne son empire, pour attaquer tout de suite. Hitler a également dévoilé un calendrier précis d'invasion. L'Autriche et la Tchécoslovaquie en 1938, la Pologne en 1939, la France, la Belgique, les Pays-Bas en 1940. Persuadés au contraire que la France et l'Angleterre riposteraient à l'invasion de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, von Neurath, von Blomberg et von Fritsch ont marqué leur désaccord. Furieux, Hitler a mis fin brusquement à la réunion. Il ne tardera pas à les remplacer. L'aide de camp du Führer a dressé le procès-verbal de la séance et on a parlé le soir même à son ami Rudolf Schmidt, général depuis octobre 1936, qui travaille toujours à l'état-major. Perturbé par cette nouvelle,
Rudolf en a fait aussitôt part à son frère et promit de lui donner dans la semaine une copie du procès-verbal détaillé, y compris un document incroyable, une carte de l'Europe avec les dates des invasions programmées par Hitler. Pourquoi Rudolf Schmitt a-t-il fait ça? Est-il devenu anti-nazi comme bien des généraux allemands alors? On peut s'interroger. Mais qui pourrait apporter une réponse? Le patron des services spéciaux français, le colonel Rivet, informé par ses agents, alerte immédiatement Édouard Daladier, ministre de la guerre. Mais celui-ci n'y prête guère attention. Pas plus que César Campinci, ministre de la Marine, Pierre Cotte, ministre de l'Air, le maréchal Pétain et le général Gamelin, chef d'état-major général. Les politiques préfèrent prêter une oreille plus attentive aux informations moins dérangeantes, notamment celles qu'ils reçoivent d'André-François Poncet, l'ambassadeur de France à Berlin, séduit et leurré par Hitler. En février 1938, avec 15 jours d'avance, Hans Thilo Schmitt annonce l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche. En mars 1938, coup de théâtre. Rodolphe Lemoine est arrêté à Cologne par la Gestapo. Heureusement, l'intermédiaire français est relâché faute de preuves. Cette alerte conduit néanmoins le capitaine Bertrand à lui interdire tout nouveau contact avec H. Hans Thilo Schmitt continue à transmettre des informations politiques et militaires recueillies auprès de son frère, le général Rudolf Schmitt. Celui-ci le tient toujours au courant de ses conférences à l'état-major. Le 9 août 1938, 6 semaines avant les accords de Munich, Schmitt remet aux Français le plan d'invasion du territoire des Sudètes en Tchécoslovaquie. Le prétexte d'Hitler est simple: envahir cette région de la Moravie peuplée par des habitants germanophones pour l'annexer au Grand Reich. Un mois plus tard, H quitte le Chiffre pour prendre l'une des directions régionales de l'agence de renseignement de Göring, le Forschungsamt. Il ne peut donc pas prévenir ses correspondants que les nazis, le 15 décembre 1938, compliquent la procédure de codage d'Enigma. Rejewski ne parvient plus à décrypter que 10% des messages interceptés au lieu de 75% auparavant. Pressentant l'invasion de leur pays, les services secrets polonais, qui avaient jusque-là caché leurs résultats au capitaine Bertrand, se décident à le tenir au courant. Le 25 juillet 1939, ils lui révèlent qu'ils sont parvenus à reconstituer Enigma. Mieux encore, ils lui confient 2 machines Enigma, une pour son service, l'autre pour l'Intelligence Service. La situation peut paraître paradoxale. Si les Polonais ont reconstitué la machine Enigma, ils butent sur le nouveau système de codage. De nos jours, on dirait, ils ont l'ordinateur, mais ne comprennent pas le logiciel. Parallèlement, H communique à la France les plans de l'invasion totale de la Tchécoslovaquie en mars 1939. Les Polonais, toujours à la recherche du nouveau système de codage Enigma, se font surprendre par l'agression nazie du 1er septembre 1939. Rejewski et ses collègues détruisent leurs autres machines Enigma. 6 hours after Great Britain declared war on Nazi Germany, the Republic of France followed. En octobre 1939, H précise que les Allemands attaqueront la France, la Belgique et les Pays-Bas seulement après la fin de l'hiver. Si l'argent était au début le seul mobile de Hans Thilo Schmitt,
alias H, progressivement, il semble évoluer et, malgré sa carte du parti, devenir secrètement anti-nazi. H a-t-il été influencé par ses contacts avec ses officiers traitant français? Ils avaient à l'évidence un autre idéal et étaient de fins psychologues. A-t-il voulu, par sa trahison, prouver qu'il était lui aussi quelqu'un comme son frère? Souhaitait-il se racheter de sa trahison en servant une noble cause? Ou simplement s'est-il pris au jeu? D'ailleurs, H dit à l'un de ses contacts français: « Pourquoi ne réagissez-vous pas? Le Führer est en train d'entraîner l'Europe vers la guerre. » Les troupes du chancelier Hitler viennent d'envahir la Pologne. 2 mois plus tard, Rzewski et ses collègues se mettent alors au service du Centre français de repérage radio que le capitaine Bertrand installe au château de Vignoles à Gretz-Armainvilliers près de Paris. Et là, du 17 janvier au 1er mai 1940, il l'aide à casser le code allemand. De son côté, Hans Thilo Schmidt continue d'informer les services spéciaux français. Le 10 mars 1940, il révèle qu'à une conférence qui s'est déroulée un mois plus tôt, Hitler, sur la proposition de von Manstein, a décidé d'envahir la France à travers les Ardennes et de couper en deux notre front à Sedan. Toutes ces informations vont se révéler parfaitement exactes. Mais elles ne parviennent au président du Conseil, Paul Reynaud, qu'après avoir été modulées par de multiples intermédiaires. Le renseignement, au fil des étapes du traitement de l'information, se trouve ainsi souvent édulcoré. Le 19 mars 1940, le chef d'état-major général français, le général Gamelin, informé par le colonel Rivet, lui répond « La Meuse, ça ne m'intéresse pas ». Le général d'armée concerné, Hunsinger, ne voit aucun intérêt à défendre ce secteur. Et le 3e bureau, chargé des opérations, déclare « Cette percée est improbable en raison du relief des Ardennes et de l'insuffisance du réseau routier ». Dès mars-avril 1940, Paul Payolle, chef du contre-espionnage, apprend par ses agents infiltrés dans l'Abwehr que celle-ci cherche en priorité à se renseigner sur l'état des routes et des ponts sur l'axe Sedan-Abbeville. L'ennemi a donc bien l'intention de lancer une offensive à travers les Ardennes, ce qui confirme les informations données par H. À nouveau, Gamelin n'en tient aucun compte. Les Allemands vont pouvoir en toute tranquillité effectuer une percée à Sedan et balayer l'armée française en quelques jours. L'Intelligence Service britannique cherche à son tour à percer le mystère d'Enigma. Pour utiliser la machine offerte par les Polonais, elle installe dans le plus grand secret un centre d'écoute à Bletchley Park, à mi-distance entre Oxford et Cambridge. Là, des centaines d'opérateurs radio écoutent et enregistrent les messages des Allemands que des centaines de mathématiciens et de champions d'échecs essaient ensuite de décrypter. En janvier 1940, Alan Turing, un mathématicien anglais, l'un des inventeurs de l'algorithme, vient voir Rzewski au château de Vignoles à Gretz-Armainvilliers. Ils passent plusieurs jours ensemble et échangent sur leurs travaux. À la suite de cette rencontre, Turing met au point une bombe électromécanique beaucoup plus perfectionnée que celle de Rzewski. Et il met en place une procédure de décodage baptisée procédé ultra secret de diffusion des renseignements, en anglais abrégé ULTRA, qui permet de janvier à mai 1940 aux hommes de Bletchley Park de lire les messages de la Wehrmacht et de la Luftwaffe. Mais cela demande plusieurs jours
si bien que beaucoup d'informations opérationnelles sont déjà périmées quand elles sont décodées. Churchill s'est toujours passionné pour les nouvelles technologies et pour le renseignement. Après les avions, les chars, les radars, voici Enigma et Ultra. Depuis sa nomination comme Premier ministre en mai 1940, chaque jour ou presque, il demande « Où sont mes œufs ?» la boîte de cuir qui contient les derniers messages décodés par Ultra. Pour préserver son secret, Winston Churchill a menacé tout le personnel de Bletchley Park. Si l'un d'eux parle, il sera exécuté. Car il a mesuré l'importance d'Enigma et ne veut à aucun prix laisser l'ennemi découvrir qu'on décrypte ses messages. En Méditerranée, pour cacher l'origine des informations grâce auxquelles la Royal Air Force cible les pétroliers allemands, Churchill envoie des avions de reconnaissance faire semblant de patrouiller par hasard au bon endroit. Il pousse le subterfuge jusqu'à envoyer simultanément 2 ou 3 escadrilles vers d'autres zones, de façon à ne pas avoir l'air de tomber toujours pile sur les bateaux ennemis. Brusquement, le 2 mai 1940, 8 jours avant la grande offensive allemande à l'ouest, les messages allemands sont devenus indéchiffrables. Par prudence, la Wehrmacht a en effet modifié ses clés à l'improviste le 1er mai, de sorte que les méthodes de décryptage élaborées avec tant de peine se révèlent impuissantes. Pendant ce temps, H continue inlassablement de livrer des informations capitales aux services secrets français. L'équipe de Bletchley Park ne parvient à déchiffrer de nouveau qu'à partir du 22 mai. Trop tard pour la bataille de France, mais pas pour la bataille d'Angleterre en septembre 1940. Turing réussit alors à réduire le délai de décryptage à 30 minutes, ce qui permet à la RAF de connaître, sinon la cible, du moins l'horaire des prochains bombardements. Le 15 septembre, la RAF peut ainsi intercepter la plus puissante vague de bombardiers allemands. Et Hitler est conduit 2 jours plus tard à abandonner la bataille d'Angleterre. L'immense travail des services secrets français a payé. Enfin, en octobre 1940, Ultra va fournir quantité de renseignements sur l'opération Lion de mer, le projet d'invasion de l'Angleterre. Le jour où les Anglais décryptent l'ordre de démonter l'équipement conçu pour embarquer les parachutistes avec leur matériel, ils comprennent que l'opération est annulée. 2 jours après l'armistice du 22 juin 1940, les services spéciaux français n'ont quasiment plus d'existence. Cependant, le 25 juin, par réaction patriotique à l'armistice, leurs cadres, réunis à Bonne-Encontre, près d'Agen, sous la direction du colonel Rivet, font le serment de poursuivre leur mission et se réorganisent dans la clandestinité. Paul Payolle, l'un des patrons du contre-espionnage français, a camouflé ses services sous couvert d'une entreprise de travaux ruraux. Il continue d'infiltrer l'Abwehr avec des agents pour démasquer les actions des Allemands en zone libre, mais aussi en zone occupée et dans les zones interdites ou annexées, puis en Afrique du Nord. Paul Payolle croise alors Rodolphe Lemoine à plusieurs reprises. D'abord, il le surprend avec une serviette bourrée de passeports, de cartes d'identité vierges, de livres de code de différents pays et même de manuels d'Enigma. Puis, Lemoine lui avoue qu'un Allemand l'invite à travailler pour l'Abwehr. Payolle lui enjoint de passer en Espagne. Il n'en fait rien. En mai-juin 1941, Ultra révèle les préparatifs de l'opération Barbarossa, l'invasion de la Russie par les Allemands. Staline, dûment averti par Churchill, ne tient pourtant aucun compte de cet avertissement qu'il prend pour un piège, pour une provocation de Churchill soupçonné de vouloir l'entraîner contre Hitler. Grâce à l'apport des Polonais et des Français, l'équipe de Bletchley Park a réussi, après quelques mois de travail, à décrypter les messages de la Luftwaffe et de la Wehrmacht. Mais ce n'est qu'en mai 1941 qu'elle parviendra à décoder ceux de la Kriegsmarine qui emploie une méthode différente. Il lui faudra attendre la capture d'un sous-marin allemand, l'U-110, au large de l'Islande, le 8 mai 1941. Paniqué par le torpillage de son bâtiment, l'équipage s'est jeté à l'eau sans respecter toutes les consignes de sabordage. En revanche, le destroyer anglais qui l'a torpillé a envoyé un commando fouiller l'épave.
Butin, une machine Enigma. Pas une reconstitution comme celle offerte par les Polonais. Une authentique machine allemande avec ses tout derniers rotors et leur câblage. Et un jeu complet de clés de chiffrement et de code. Une prise magnifique. L'amirauté anglaise fait alors jurer à tous les matelots du destroyer le secret absolu. Et elle efface toute trace de la capture du sous-marin, si bien que l'état-major allemand ne se doute de rien. En Égypte, les forces britanniques ont lancé une offensive dans le but de détruire les blindés allemands. À l'automne 1941, pendant la guerre du désert en Afrique du Nord, les renseignements fournis par Turing permettent à la RAF de couler la moitié des navires italiens envoyés ravitailler Rommel, ce qui l'empêche de prendre le Caire. Puis ils fournissent à Montgomery tous les rapports de l'adversaire, contribuant ainsi à la victoire d'El Alamein. Au plus fort de la guerre en Afrique du Nord, des informations ultra permettent aux Anglais de couler tous les navires d'un convoi acheminant depuis Naples des renforts indispensables. Or, contrairement à la procédure habituelle, on n'a pas eu le temps d'envoyer à l'avance des escadrilles correctement éparpillées afin d'égarer les soupçons des Allemands sur la sécurité de leur transmission. Churchill insiste pour faire envoyer un faux message radio à un espion imaginaire basé à Naples, le félicitant du tuyau qu'il est censé avoir donné. Les Allemands décodent ce message et le croient sincère. Mais une catastrophe survient en février 1942. L'amiral Dönitz fait ajouter un 4e rotor aux machines Enigma de la Kriegsmarine, accroissant les permutations de code par un facteur 26, ce qui infligera aux navires alliés des pertes colossales. L'année 1942 est une année dramatique pour l'Angleterre. Les casseurs de code de Bletchley Park doivent attendre la capture d'un nouveau sous-marin allemand, l'U-boat U-559, le 30 octobre 1942, pour pouvoir à nouveau décoder le trafic radio des sous-marins ennemis. Attaqué au large d'Alexandrie par une escadrille et une flotte anglaise, cet U-boat refait surface et son équipage l'abandonne sans avoir ouvert toutes les vannes permettant de le couler rapidement. Au péril de leur vie, 3 marins britanniques se précipitent alors à la nage sur l'épave. 2 d'entre eux coulent avec le sous-marin. Mais le 3e réussit à ramener toutes les dernières instructions d'Enigma. En février 1943, le moine, qui n'a pas suivi l'injonction de Paul Payol de fuir en Espagne, est arrêté par la Gestapo. Il ne résiste pas à 15 jours d'interrogatoire et à la nouvelle que son fils a été pris en otage. Le moine, retourné, propose à l'Abwehr de pénétrer les filières d'évasion des aviateurs anglais et américains faits prisonniers. Et aussi de contrôler les transports d'argent anglais entre l'Espagne et la France. Puis, il finit par dénoncer l'espion allemand, H. Le 1er avril 1943, Hans Thilo Schmidt est arrêté. Son frère, le général Rudolf Schmidt, qui remplaçait sur le front de l'Est le général Guderian, est limogé 10 jours plus tard, malgré de brillants états de service. Tenu à l'écart des travaux des Polonais et des Anglais, le moine ne fait aucune révélation sur Ultra. Mais les agents polonais, puis le capitaine Bertrand, sont arrêtés à leur tour. Sous la torture, ils risquent d'avouer que les Anglais décryptent tous les messages des Allemands. Or, trop confiants peut-être dans l'invulnérabilité d'Enigma, l'Abwehr néglige de leur extorquer leurs secrets. Bertrand, après avoir feint d'accepter de travailler pour l'Abwehr et de pénétrer l'Intelligence Service pour son compte,
réussit à prévenir ses camarades et à s'enfuir en Angleterre. Il y retrouve Rejewski. Grâce au décodage parfait des messages Enigma, les bombardiers Liberator à long rayon d'action peuvent dorénavant couler les U-boats. Les sous-marins allemands perdent les 3/4 de leurs équipages, si bien qu'en mai 1943, Dönitz commence à retirer de l'Atlantique Nord ses cercueils de mer. Durant une bonne partie de la guerre, les Anglais ont décrypté plus de 18 000 messages par jour sans que les Allemands s'en soient doutés. Le dernier fut un ordre du jour de l'amiral Dönitz le 30 avril 1945. Le Führer est mort. Le combat continue. De cet enjeu capital, le mérite revient largement à Ultra, donc au départ à l'espion de la France Hans Thilo Schmidt. C'est aussi Ultra qui a permis aux Anglais de neutraliser tous les espions allemands en Grande-Bretagne et de cacher aux Allemands les plans de débarquement de 1944. Des millions de soldats américains vont pouvoir traverser en toute sécurité l'océan et débarquer en Normandie. Le secret de la bombe électromécanique de Turing, cette machine à casser Enigma, ne sera révélé que 30 ans plus tard. Car après-guerre, les Britanniques utilisèrent les machines Enigma saisies sur tous les fronts pour communiquer avec les colonies de l'Empire. Rejewski retournera en Pologne en 1946. Mais pour éviter toute persécution par le régime communiste, il cachera son passé de décrypteur et mènera une discrète vie de comptable. Pourtant, au sein de l'exceptionnelle équipe des services secrets polonais, il a joué un rôle déterminant dans la découverte des mystères de la machine Enigma. Aujourd'hui, une statue à sa gloire se trouve dans sa ville natale. En juillet 1945, alors qu'il est à Potsdam avec Staline et Truman, au beau milieu de la conférence qui est en train de décider du sort des nations vaincues, Winston Churchill perd les élections législatives. Drôle de remerciement du peuple et des politiques anglais aux héros de la résistance britannique. Le colonel Paul Payol, à la demande de l'état-major du général Eisenhower, ira en Angleterre le 7 mai 1944 pour mettre au point la contribution des services de contre-espionnage aux opérations de débarquement et de libération. Il sera le seul officier français informé de la date et du lieu du débarquement, sous réserve d'en garder le secret absolu. Fin novembre 1944, en désaccord avec la réorganisation de ses services, il décidera de démissionner de l'armée et entreprendra une nouvelle carrière dans le civil. Le capitaine Bertrand restera dans l'armée et deviendra responsable du chiffre à la DGER, puis au SDEC. Alan Turing s'est révélé l'un des pionniers de l'intelligence artificielle. Sans lui, Ultra n'aurait pu exister. Poursuivi en 1954 pour un fait divers lié à son homosexualité, il s'est probablement suicidé au cyanure. Il avait 42 ans. Accusé au procès de Nuremberg, le général Rudolf Schmidt est arrêté et livré aux Russes qui l'internent à la prison de Vladimir près de Moscou. Libéré très affaibli en 1955, il meurt l'année suivante à Krefeld, en terre allemande. Le général Rudolf Schmidt était-il un naïf ou un anti-nazi qui révélait tous ses secrets à son frère en se doutant qu'il les livrait à l'ennemi? Nul ne le saura jamais. Le mystère reste entier sur Hans Thilo Schmidt. S'il a livré de nombreux secrets militaires, il est mort avec le secret de sa vie. A-t-il trahi uniquement pour de l'argent?
ou est-il devenu un véritable anti-nazi? Ses enfants ont disparu, sans doute en changeant de nom. En revanche, il est certain que Hans Thilo Schmidt, alias H, a été l'un des plus grands espions du XXe siècle. En livrant à la France beaucoup de renseignements d'importance capitale, il a permis d'accélérer considérablement la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sans lui, l'Europe occidentale n'aurait pas été libérée en 1944, mais probablement en 1946 ou 1947. Si les responsables politiques et militaires français n'ont pas su tenir compte des renseignements fournis par Hans Thilo Schmidt pendant plus de 10 ans, les services spéciaux français, eux, ont accompli, avec un remarquable savoir-faire, une extraordinaire mission. Vous dites que c'est l'agent secret le plus important de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été recruté par les Français, c'était un Allemand, et il a fait des révélations extraordinaires. Et on ne le connaît pas en France, parce qu'on connaît un homme comme Sorge, dont vous dites que Haché a été plus important que lui. Donc là, il y a un véritable mystère. Celui qui a déclaré que Hans Thilo Schmidt était l'espion qui avait eu la plus grande influence pour la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas moi, c'est l'historien américain David Kahn. Ouais. Et c'est unanimement connu désormais, en Amérique comme en Angleterre d'ailleurs, que Hans Thilo Schmidt a été un des principaux agents des services de renseignement de la Deuxième Guerre mondiale. Philippe Djian publie son